Arrête de scroller. Maintenant. Laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes et quelle heure il est. Parce que dans exactement 18 minutes, tu vas te souvenir de ce moment. Tu vas te souvenir d'où tu étais assis quand tu as réalisé que certaines erreurs ne donnent pas de seconde chance. L'arrosoir heurte la terre. Clara Jenkins ne se souvient pas de l'avoir laissé tomber. Elle se souvient seulement du son métal mouillé contre terre sèche, l'eau qui s'accumule autour de ses chaussures de jardin, s'infiltrant dans les fissures. Mais ce son disparaît sous quelque chose d'autre. Un cri. Pas le genre qu'on entend dans les films. Celui-ci est réel, brut et animal et mauvais. Il se ferait un chemin à travers l'après-midi humide de Floride, par-dessus la clôture en bois, à travers l'air épais de juillet qui a le goût de la pluie et du cuivre. Les genoux de Clara cèdent. Ses hibiscus deviennent flous. Elle court. Ses mains trouvent la clôture. Les échardes mordent ses paumes alors qu'elle regarde à travers les lattes, et ce qu'elle voit la suivra dans chaque cauchemar pour le reste de sa vie. Jacques. Son voisin Jacques, l'homme qui saluait chaque matin, qui souriait trop largement quand il parlait de ses crocodiles, qui lui avait dit un jour « c'est ma famille », Clara. Il ne me ferait jamais de mal, est dans l'eau. Et l'eau est rouge. Brutus 4,30 m de muscles préhistoriques et de fureur écaillée à la jambe de Jacques serrée entre des mâchoires qui pourraient écraser une boule de bowling. Le visage de Jacques émerge de la surface pendant une horrible seconde. Ses yeux sont écarquillés, cernés de blanc, cherchant. Sa bouche s'ouvre. À l'aide. Puis il disparaît. Entraîné sous l'eau dans une spirale violente d'écume et de sang et d'eau agitée. Le cri de Clara rejoint le sien. Et le téléphone dans ses mains tremblantes semble impossiblement lourd alors qu'elle compose le 911. Il le dévore. Oh mon Dieu. Il le dévore vivant. La ligne grésille. Une voix de femme, calme et mécanique. Madame, quelle est votre localisation? Mais Clara ne peut pas répondre. Parce que Jacques vient de refaire surface, main tendue, doigt griffant le vide, avant de disparaître sous l'eau cramoisie une dernière fois. Et cette fois, il ne remonte pas. La voix de l'opératrice continue, métallique et distante. Mais tout ce que Clara entend, c'est le silence. Le terrible silence vide de quelque chose qui se termine. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a 34 ans, dans un marécage, avec un garçon qui se sentait invisible. Les cyprès s'élèvent comme d'anciennes sentinelles depuis une eau de la couleur du thé faible. La brume plane bas, rendant tout doux et onirique. Une famille de 4 personnes avance le long d'une passerelle en bois, le père en tête, la mère derrière, une adolescente envoyant des SMS sur un téléphone à clapet. Et Jacques, 8 ans, maigre, trop silencieux. Le genre d'enfant que les professeurs oublient d'interroger. Il s'arrête. Tous les autres continuent à marcher. Parce que dans l'eau en dessous, à peine visible à travers le brouillard matinal, quelque chose bouge. Quelque chose de massif. Une ondulation qui devient un museau qui devient un œil jaune, ancien, fixé directement sur Jacques. Un alligator. 3,60 m si ce n'est pas plus. Le souffle de Jacques se coupe. Pas de peur. De reconnaissance. Tu me vois, pense-t-il. Tu me vois vraiment. L'alligator ne cligne pas des yeux. Ne bouge pas. Regarde juste ce petit garçon humain avec une intensité qui semble presque consciente. Le père de Jacques appelle de plus loin. Jacques. Allez. On perd la lumière du jour. Mais Jacques ne bouge pas. Il est figé sur place, regardant dans cet œil doré, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemble à du pouvoir. À un bout. Jacques. Il se retourne. Court pour rattraper son retard. Mais quand il regarde en arrière, l'alligator est toujours là. Toujours à regarder. Et Jacques chuchote, si doucement que personne d'autre ne peut entendre. Je reviendrai pour toi. Jacques René fixe son téléphone. L'écran brille dans l'obscurité d'avant l'aube, projetant une lumière bleue sur son visage mal rasé. Il fait défiler les commentaires Instagram sur sa dernière vidéo, lui donnant à manger à Brutus des morceaux de poulet cru, pendant que Cléo tourne en arrière-plan. C'est Doug. Tu vas te faire tuer. Le mec a un désir de mort LMAO. Mais enfoui parmi les avertissements se trouve ce qui compte. Ce contenu est déulore. Opportunité de partenariat, envoie-moi un DM. Sponsoring disponible. 10K abonnés minimum. La main de Jacques tremble légèrement alors qu'il prend une gorgée de café froid. La tasse a une fissure sur le côté. Il avait l'intention de la remplacer depuis des mois. Il la pose à côté d'une pile de factures non ouvertes. Encre rouge. Avis de retard. Les mots en retard estampillés sur l'enveloppe du dessous. Dehors, à travers la fenêtre de la cuisine, il peut voir l'enclos. 3 acres d'étangs et de clôtures soigneusement entretenus. Des centaines de milliers de dollars investis. De l'argent qu'il n'a plus. De l'argent que son ex-femme a pris quand elle est partie il y a 2 ans, avec tout le reste, meubles, économie, dignité. Elle s'était tenue dans cette même cuisine et avait dit « Tu aimes ces animaux plus que tu ne m'as jamais aimé ». Elle avait tort. Il ne les aimait pas plus. Il en avait plus besoin. Parce que quand Jacques regarde Brutus, il ne voit pas un prédateur. Il voit la seule chose dans sa vie qu'il a vraiment vue en retour. Son téléphone vibre. Une notification. Analytique Instagram, moins 2347 abonnés la semaine dernière. La mâchoire de Jacques se crispe. Il se lève. Marche vers la fenêtre. Regarde l'eau onduler alors que quelque chose de massif bouge sous la surface. Je vais arranger ça, chuchote-t-il à son reflet. Je le fais toujours. Mais même lui n'y croit plus. Dans l'arrière-cour, Brutus émerge des profondeurs. L'eau ruisselle sur son dos blindé.
Ses yeux jaunes se fixent sur la maison, sur la silhouette à la fenêtre. Regardant, toujours en train de regarder. La chaleur est suffocante. Jacques traîne une brouette remplie de poulets congelés à travers la cour, la sueur trempant sa chemise, la collant à sa colonne vertébrale. Le soleil tape, comme un poids physique. L'air semble stagnante et la décomposition. Il s'arrête au bord de l'étang principal. Pose la brouette. Essuie son front avec le dos de sa main. Brutus est déjà là. Flottant. Immobile. Seuls ses yeux visibles au-dessus de la ligne d'eau, 2 disques dorés suivant chaque mouvement de Jacques. Jacques force un sourire. Le même sourire qu'il utilise dans les vidéos. Le même sourire qui l'a rendu semi-célèbre. Salut, grand gars. Tu as faim? Il plonge la main dans la brouette. Sort un poulet. Le brandit. Brutus ne bouge pas. Le sourire de Jacques vacille. Juste une seconde. Puis il lance le poulet dans l'eau. Il atterrit avec un plouf. Brutus explose. L'explosion soudaine d'eau et de muscles fait trébucher Jacques en arrière, manquant presque de perdre l'équilibre. Brutus attrape le poulet en plein vol, les mâchoires claquant avec un son comme une portière de voiture qui se ferme. Il le traîne sous l'eau bouillonnant violente et blanche. Le cœur de Jacques bat contre ses côtes. C'était trop près, trop agressif. Mais il sort déjà son téléphone, appuie sur enregistrer, forçant le sourire à revenir sur son visage. Vous avez vu ça? Dit-il à la caméra, voix lumineuse et fausse. Brutus a faim aujourd'hui. Regardez cette puissance. Il filme pendant encore 30 secondes. Coupe. Révise les images. Supprime la partie où il a trébuché. Supprime la peur dans ses yeux. Télécharge le reste. Jacques est assis sur sa véranda arrière dans le noir, sirotant une bière qui a tiédi dans sa main. Les sons de la nuit l'entourent, grillons, grenouilles, l'éclaboussure occasionnelle de l'étang. L'air est épais et humide, collant à sa peau. Son téléphone vibre. Un texto de Sarah, sa sœur, Jacques. S'il te plaît, juste, considère de les vendre. Tu n'es pas en sécurité. Il tape en retour, je vais bien. Elle répond immédiatement, non, tu ne vas pas bien. Et tu le sais. Il fixe le message pendant longtemps, puis pose le téléphone face contre la table. Dans l'obscurité au-delà de la lumière de la véranda, quelque chose bouge dans l'eau. Une ombre parmi les ombres. Massive. Déterminée. Jacques ne le voit pas. Il est trop occupé à fixer le vide, se demandant quand exactement il a cessé d'avoir le contrôle. Mais il ne l'admettra jamais. Ni à Sarah, ni à ses abonnés, ni même à lui-même. Parce que si Jacques admet qu'il a perdu le contrôle, alors qu'est-ce que cela fait de lui? Juste une autre personne que personne ne voit. Le labrador s'appelle Bellet. Fourrure dorée. Yeux marrons. Queue qui ne cesse jamais de remuer. Elle se glisse sous la clôture du périmètre, celle que Jacques avait promis aux voisins être complètement sécurisée, et bondit dans la cour, nez au sol, suivant une piste invisible d'odeur. Jacques est à l'intérieur, téléchargeant du contenu, supprimant les erreurs, créant l'illusion. Il n'entend pas Bellet aboyer. Ne la voit pas trotter vers l'étang, curieuse et amicale et complètement inconsciente. Mais Brutus la voit. Brutus voit tout. La voisine, Madame Chen, une infirmière retraitée qui fait des biscuits à Noël, appelle depuis son arrière-cour. Bellet. Bellet, viens. L'eau explose. La voix de Madame Chen se coupe à mi-appel, remplacée par un cri perçant qui résonnera dans l'esprit de Jacques pour toujours. Il est dehors en quelques secondes, courant, sachant ce qu'il va trouver. Et il a raison. Bellet est dans l'eau. Ou ce qu'il reste de Bellet. Brutus l'a par l'arrière-train, mâchoire verrouillée, et il tourne, ce rouleau de la mort ancien et brutal qui déchire la proie aux articulations. Les jappements de Bellet sont aigus et fins et désespérément, déchirant le cœur, confus. Elle ne comprend pas pourquoi cela arrive. Madame Chen hurle à la clôture. Faites quelque chose. Oh mon Dieu, faites quelque chose. Jacques attrape une perche. Court vers le bord. Mais il est trop lent, trop tard, trop figé par la réalisation de ce qu'il regarde. Au moment où il atteint le bord de l'eau, Bellet s'étue. L'agitation s'arrête. L'eau se stabilise en une rotation lente et paresseuse. Le rouge s'étend à la surface comme du vin renversé. Brutus traîne ce qui reste de Bellet dans les profondeurs, vers le creux submergé où il stocke ses proies. Jacques reste là, perche en main, fixant l'eau vide et tachée de sang. Derrière lui, Madame Chen sanglote. Jour. Sort son téléphone. J'appelle le contrôle des animaux. Et la police. Tu devrais être en prison. Jacques se retourne. Son visage est pâle. Sa voix tremble quand il parle. Je suis tellement désolé. Je vais tout payer. Les frais de vétérinaire, Elle est morte. Hurle Madame Chen. Il n'y a pas de frais de vétérinaire. Elle est morte et c'est de ta faute. Jacques tressaille comme s'il avait été giflé. Et pendant juste un moment, un bref et terrible moment, il regarde l'étang et pense. Que ai-je fait? Jacques se tient à la fenêtre de sa chambre, verre de whisky à la main, fixant l'eau sombre. Le chèque qu'il a écrit à Madame Chen, 2000 $ pour dommages émotionnels et frais de crémation, est posé sur sa commode, attendant d'être livré demain. De l'argent qu'il n'a pas. De l'argent qui sera sans provision si elle essaie de l'encaisser trop rapidement. Mais elle ne portera pas plainte. Elle l'a dit. A dit qu'elle voulait juste passer à autre chose. Voulait oublier. Jacques boit. Le whisky brûle. Dans l'étang, quelque chose de massif roule juste sous la surface. Une queue frappe l'eau, claque, comme un coup de feu dans la nuit silencieuse. La main de Jacques se resserre sur le verre.
Il ne faisait que défendre son territoire, se dit Jacques. C'est tout. Juste de l'instinct. Comportement naturel. Mais une autre voix plus calme, plus sombre, murmure en retour. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens l'intrus? Jacques vide le verre. Se détourne de la fenêtre. Va se coucher. Mais il ne dort pas. Parce que même avec les yeux fermés, il peut encore entendre les jappements de Bellet. Et sous eux, le son des mâchoires de Brutus qui claquent. Encore. Et encore eux. Et encore. L'agent de la faune Martinez écrit dans son rapport. Le sujet a montré une agression territoriale accrue. Recommande une évaluation comportementale immédiate et une relocalisation potentielle. L'animal est une menace pour la sécurité publique. Jacques ne le lit jamais. Il le classe avec les autres avertissements. Non lu. Ignoré. Oublié. Margaret Harrison se réveille au son. Pas un éclaboussement. Pas un sifflement. Quelque chose de pire. Un grondement guttural et bas qui vibre à travers les murs de sa chambre, faisant trembler les cadres photos sur sa table de nuit. Cela sonne ancien. Primal. Le genre de son qui contourne votre cerveau et va directement à votre colonne vertébrale, déclenchant des instincts plus anciens que le langage. Cours. Cache-toi. Proie. Elle secoue son mari pour le réveiller. Tom. Tom, réveille-toi. Il grogne, se retourne. Quoi? Écoute. Ils restent allongés là dans le noir, retenant leur souffle. Le son revient. Plus proche cette fois. Un grattement humide et traînant contre la clôture en grillage, suivi de ce grondement assez profond pour le sentir dans votre poitrine. Tom s'assoit. Cherche ses lunettes. C'est. Margaret est déjà à la fenêtre, tirant le rideau. Le détecteur de mouvement sur leur patio s'allume, inondant l'arrière-cour d'une lumière blanche crue. Et là, pressé contre la clôture qui sépare leur propriété de celle de Jacques, se trouve Brutus. Mais il n'est pas dans l'eau. Il est debout. Les griffes avant accrochées dans le grillage, corps massif dressé, museau pressé contre le métal. Ses yeux jaunes sont fixés sur leur porte coulissante. Sur la lumière à l'intérieur. Sur eux. Margaret émet un son mi-halètement, mi-gémissement. La voix de Tom est à peine un murmure, Jésus-Christ. Il regarde, figé, alors que Brutus teste la clôture. Ses griffes raclent le métal grincement, laissant des rayures brillantes dans le revêtement galvanisé. Sa queue se balance lentement derrière lui, calculant, mesurant, chassant. Pendant 30 secondes, peut-être 40, il les regarde simplement. Puis, comme satisfait de ce qu'il a appris, Brutus retombe. La clôture tremble de l'impact. Il glisse dans l'eau sans un bruit, disparaissant sous la surface sombre. Le détecteur de mouvement s'éteint. Margaret et Tom restent dans l'obscurité, cœur battant. Nous devons appeler quelqu'un, dit Margaret. Et dire quoi? Qu'un crocodile nous a regardé bizarrement? Tom. Il étudiait notre maison. C'est un crocodile. Il ne peut pas. Si? Il le faisait. Silence. Puis Tom dit, doucement. Première chose demain matin, on appelle un agent immobilier. Margaret hoche la tête. Aucun d'eux ne se rendort. Clara Jenkins est dans son jardin, s'occupant de ses hibiscus, quand Jacques salue depuis sa cour. Il a l'air fatigué. Il y a des cernes sombres sous ses yeux. Son sourire n'atteint pas tout à fait son visage. Bonjour, Clara. Belle journée. Clara salue en retour, forçant l'éclat dans sa voix. Bonjour, Jacques. Comment vont les garçons aujourd'hui? Elle les appelle toujours les garçons. Comme s'ils étaient des animaux de compagnie. Comme s'ils étaient sûrs. Le sourire de Jacques s'élargit. Devient réel. Ils vont très bien. Brutus est un peu agité, mais c'est normal pour cette période de l'année. Normal, pense Clara. Bien sûr. Elle fait des cauchemars à propos de Brutus depuis 3 mois. Dans les rêves, elle est toujours à cette clôture, regardant Jacques dans l'eau. Et à chaque fois, elle sait ce qui va arriver. C'est exactement comment cela se termine. Mais elle ne peut pas bouger. Ne peut pas parler. Ne peut pas l'avertir. Elle regarde simplement. Et puis l'eau devient rouge. Clara se force à sourire. Eh bien, fais attention. Toujours. Appelle Jacques en retour, se tournant déjà vers l'enclos. Clara le regarde partir. Et pense, s'il te plaît. S'il te plaît, fais juste attention. Mais Jacques ne fait pas attention. Jacques est désespéré. Et le désespoir fait croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Jacques se réveille avec son téléphone qui vibre. 3 appels, manqués de la banque. 5 emails concernant des paiements en retard. Un texto de l'avocat de son ex-femme concernant une pension alimentaire manquée. Il n'en ouvre aucun. Au lieu de cela, il fait défiler jusqu'à Instagram. Vérifie ses analyses. Abonnés, 47 283. En baisse par rapport à 52 000 le mois dernier. Taux d'engagement, 2,1%. En baisse. Ses mains tremblent alors qu'il pose le téléphone. Dehors, le ciel est de ce jaune gris étrange qui vient avant les orages. La pression atmosphérique baisse. Il peut le sentir dans ses articulations, le goûter sur sa langue, cuivre et ozone et quelque chose d'autre. Quelque chose d'électrique. Aujourd'hui, pense-t-il. Aujourd'hui je filme quelque chose de grand. Quelque chose de viral. Il en a besoin. Besoin des vues, de l'engagement, des sponsors. Besoin de prouver qu'il est toujours pertinent. Toujours en contrôle. Toujours visible. Il fait du café. Se brûle la langue. S'en fiche. À 7 heures, il nourrit Brutus et Cléo chevreuil et poisson. Portion lourde qui devrait les rendre léthargiques. Rassasiés.
À 15 heures, il sera dans cette eau, nettoyant, filmant, créant du contenu. À 15h17, il sera mort. Mais là, maintenant, il ne le sait pas. Là, maintenant, Jacques René croit qu'il a le contrôle. Il croit qu'il les comprend. Il croit que c'est sa famille. Jacques enfile sa combinaison de plongée néoprène épais censée protéger contre les éraflures et les morsures. C'est lourd. Chaud. La fermeture éclair se coince à mi-chemin et il doit tirer le reste. Il attrape son épuisette et son filet. S'arrête à la porte. Quelque chose ne va pas. L'air est trop calme. Trop silencieux. Tu es paranoïaque, se dit-il. Mais sa main plane au-dessus de son alliance, celle qu'il porte toujours même si elle est partie depuis 2 ans. Une habitude. Un rappel. De quoi? Il n'est plus sûr. Il embrasse l'alliance. Sort. La chaleur le frappe comme un mur physique épais, humide, suffocant. Des nuages d'orage se forment à l'horizon, gris-violet foncé, promettant une pluie qui ne viendra pas avant des heures. Clara est dans son jardin. Elle salue. Jacques salue en retour, ce sourire brillant et faux sur son visage. C'est bon, pense-t-il. Je l'ai fait 100 fois. Il ouvre le portail de l'enclos. Entre. Le ferme derrière lui avec un doux clic. L'eau est trouble à cause de la pluie d'hier. La visibilité est peut-être de 15 cm. Jacques ne peut pas voir ses propres pieds quand il entre. La fraîcheur est un soulagement après la chaleur oppressante. Il entre lentement, épuisette à la main, se dirigeant vers l'extrémité la plus profonde où les débris se sont accumulés. Brutus est dans les bas-fonds. Immobile sauf pour le battement occasionnel de sa queue. Ses yeux sont mi-clos. Tu vois? Pense Jacques. Paisible. Calme. Cléo est sur le banc de sable lointain, se prélassant, complètement immobile. Jacques commence à fredonner un son bas et sans mélodie qui l'aide à se concentrer. L'épuisette glisse à la surface, collectant feuilles et algues. L'eau clapote doucement à sa taille. Le monde semble petit. Sûr. Contenu. Jacques ne remarque pas que les yeux de Brutus s'ouvrent complètement. Ne voit pas la troisième paupière se retirer. Ne sent pas l'eau se déplacer alors que 550 kilos de muscles commencent à bouger. Il continue juste à fredonner. À écumer. À exister. Le mood explose. Pas d'avertissement. Pas de son. Juste un mouvement soudain et violent, l'eau qui éclate sous lui, le soulevant, le jetant. Jacques est en l'air. Pendant un battement de cœur figé, il est suspendu dans l'air humide, yeux écarquillés, bouche ouverte sous le choc, cerveau luttant pour traiter ce qui se passe. Puis il s'écrase. Et sent la pression. Énorme. Écrasante. Se refermant autour de sa cuisse droite comme une presse hydraulique. La douleur vient une fraction de seconde plus tard, blanche et brûlante, totale, rendant sa vision tachetée sur les bords. Il essaie de crier. L'eau se précipite dans sa bouche, étouffant le son, le transformant en un halètement humide et bouillonnant. Brutus le tient. Et Brutus roule. Le rouleau de la mort n'est pas propre. Il n'est pas rapide. C'est une explosion de violence, l'eau bouillonnant blanche et rouge, le corps de Jacques se tordant comme une poupée de chiffon, les os se brisant avec des sons qui portent à travers la cour. Crac. Son fémur se brise. La douleur est au-delà de toute description. Au-delà de la pensée. C'est une supernova blanche et brûlante qui efface tout le reste passé, présent, futur. Il n'y a que maintenant, que ceci, que le besoin animal primitif de faire cesser cela. Les mains de Jacques griffent le museau de Brutus. Ses doigts glissent sur les écailles mouillées. Inutile. Désespéré. Il fait surface une demi-seconde, juste assez longtemps pour aspirer un souffle haletant et voir Clara à la clôture, son visage blanc d'horreur. Puis il est de nouveau sous l'eau, tournant, se noyant, mourant. Clara hurle dans son téléphone, envoyez quelqu'un. Il le tue. La voix de l'opératrice du 911 est distante, mécanique. Madame, j'ai besoin que vous restiez calme. Il est dans l'eau. Il Y a tellement de sang. Madame, quel est votre? Il le déchire en morceaux. Les jambes de Clara ne fonctionnent pas. Elle est figée à la clôture, téléphone pressé contre son oreille, regardant l'eau bouillonner et écumer et prendre cette teinte impossible de rouge. Jacques refait surface. Son visage est gris. Ses yeux trouvent les siens. Sa bouche bouge. Un mot. Peut-être aide. Peut-être juste un halètement. Puis Brutus le traîne de nouveau sous l'eau. Et cette fois, une deuxième ombre les rejoint. Cléo. Les mâchoires de Cléo se referment autour du bras gauche de Jacques. Il y a un moment, juste un terrible moment étiré où rien ne bouge. Où l'eau devient immobile. Où deux prédateurs massifs tiennent Jacques entre eux comme un vœu. Puis ils tirent. Le cri de Jacques humide, étouffé, à peine humain traverse l'air lourd. Brutus tord dans un sens. Cléo tire dans l'autre. Et Jacques, pris entre eux, sent son corps commencer à se déchirer. Son épaule se disloque avec un claquement humide qu'il ressent plus qu'il n'entend. La douleur est si écrasante que son cerveau s'éteint simplement, inondant son système d'endorphines et de choc, rendant tout distant et onirique. Il se noie dans l'eau rouge. Il est déchiré en morceaux. Il meurt. Et quelque part, dans la partie de son esprit qui fonctionne encore, qui pense encore, une seule pensée fait surface. Ils n'ont jamais été une famille. J'ai toujours été juste de la nourriture. La main de Jacques émerge de la surface, une dernière fois. Doigt tendu. Atteignant le néant. Atteignant tout. Atteignant la vie qu'il pensait avoir. Le contrôle qu'il pensait posséder. L'amour qu'il pensait avoir gagné. Sa main tremble. Retombe.
disparaît sous l'eau cramoisie. Et ne remonte pas. L'agitation s'arrête. L'eau se stabilise en ondes lentes et paresseuses. Clara se tient à la clôture, téléphone toujours pressé contre son oreille, larmes coulant sur son visage. L'opératrice dit quelque chose, mais Clara ne peut pas l'entendre. Tout ce qu'elle entend, c'est le silence. Terrible. Vide. Final. Au loin, des sirènes. Hier. Agents de la faune avec des fusils tranquillisants et des visages graves. Ils franchissent la clôture, armes levées, et s'arrêtent. L'étang est rouge. Pas rose. Pas couleur rouille. Rouge. Le corps de Jacques flotte près du centre, face contre l'eau, bras écartés. Sa combinaison de plongée pend en lambeaux. L'eau autour de lui est épaisse et sombre. Brutus tourne lentement, sa queue massive créant des vagues douces. Il pousse le corps de Jacques avec son museau une fois, deux fois, confirmant ce qu'il sait déjà. La proie est morte. L'une des ambulancières, une femme nommée Rodriguez qui a 3 enfants et 15 ans de métier, met sa main sur sa bouche. Oh mon Dieu! Son partenaire, plus jeune, plus novice, se détourne et vomit dans l'herbe. Les agents de la faune avancent avec des perches et des fléchettes tranquillisantes. Brutus réagit, que frappant l'eau claque un avertissement. Mais les fléchettes volent juste. Une dans le flanc de Brutus, 2 dans l'épaule de Cléo. Il faut 19 minutes pour que les drogues fassent effet. 19 minutes à regarder ces corps massifs devenir léthargiques. 19 minutes d'attente. Finalement, ils sont assez immobiles. L'équipe de récupération entre dans l'eau lentement, prudemment, gardant les yeux sur les crocodiles, même en soulevant Jacques de l'eau. Rodriguez commence la RCP. Mais elle sait que c'est inutile. Le corps de Jacques est froid. Sa peau est grise. Les blessures ne pensent pas aux blessures. Elle pompe sa poitrine. Côte. Respire. Mais Jacques René est parti. Heure du décès, 15h35. Cause, exsanguination. Blessure par écrasement. Traumatisme contondant. Noyade. Victime, Jacques René, 42 ans. Durée de l'attaque, 17 minutes et 58 secondes. De la première frappe au dernier souffle. 17 minutes. Pour toujours. Le médecin légiste notera plus tard dans son rapport. La combinaison du sujet montrait de multiples points de pénétration cohérents avec une dentition de grand crocodilien. Preuve de traumatisme par rouleau de la mort au fémur droit et à l'humérus gauche. Perte de sang importante. La victime était probablement inconsciente dans les 5 minutes suivant l'attaque initiale. Le décès a suivi dans les 15 minutes. Mais ce qu'elle n'écrit pas, ce qu'elle ne peut pas écrire, c'est ceci. Jacques René est mort seul. Entouré de créatures qu'il aimait. Qui ne l'ont jamais aimé en retour. Clara est assise sur sa véranda, enveloppée dans une couverture que quelqu'un lui a donnée. Un ambulancier, peut-être. Elle ne se souvient pas. La couverture sent l'antiseptique et les étrangers. Un détective lui pose des questions. Sa voix est douce, patiente. Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu, Madame Jenkins? Clara fixe le vide. Madame Jenkins? Il m'a salué, chuchote-t-elle. Ce matin. Il a salué et souri et a dit que c'était une belle journée. Le détective note cela. Hoche la tête. Et à quelle heure avez-vous entendu? Je lui ai dit de faire attention. Pardon? Clara le regarde finalement. Ses yeux sont rouges, sans focus. Je lui ai dit de faire attention. Chaque fois. À chaque fois. Et il disait toujours. Sa voix se brise. Il disait toujours qu'il faisait attention. Le détective ferme son carnet. Touche brièvement son épaule. Merci, Madame Jenkins. C'est suffisant pour l'instant. Mais ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Parce que Clara portera ceci pour le reste de sa vie. Le son du cri de Jacques, la vue de l'eau rouge, la terrible connaissance qu'elle a regardé mourir et ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Les camionnettes d'information arrivent. Local d'abord. Puis national. Camion satellite avec des logos sur le côté, reporter en chemise soigneusement repassée, opérateur de caméra avec du matériel coûteux. Il s'installe dans la rue devant la propriété de Jacques, qui est maintenant enveloppée de rubans de scène de crime et bourdonne d'enquêteurs. Une reporter jeune, blonde, sourire trop éclatant parle dans une caméra. Nous sommes ici à Gainesville, en Floride, où plus tôt aujourd'hui, le propriétaire d'animaux exotiques Jacques René a été tué dans une attaque brutale par ses propres crocodiles. Les voisins décrivent avoir entendu des cris et vu ce qu'un témoin a appelé quelque chose sorti d'un film d'horreur. Nous aurons plus de détails dès qu'ils seront disponibles. À vous, Tom. Elle ne mentionne pas que Jacques était seul. Qu'il est mort lentement. Que ses derniers moments ont été passés à être déchirés par des créatures qu'il considérait comme sa famille. Elle ne mentionne pas que c'était évitable. Elle sourit juste. Passe à la prochaine tragédie. Sarah René, la sœur de Jacques, reçoit l'appel pendant qu'elle fait la vaisselle. Le téléphone sonne. Elle sèche ses mains. Répond. C'est Sarah René? Oui. Madame, c'est le détective Foster du département de police de Gainesville. J'appelle au sujet de votre frère, Jacques. L'assiette qu'elle tient glisse de ses doigts. Elle ne se casse pas. Roule juste en cercle lent sur le comptoir avant de s'immobiliser. Que s'est-il passé? Et alors que le détective Foster parle, alors qu'il explique en termes prudents et cliniques ce qui est arrivé à son frère, Sarah glisse le long des armoires et s'assoit par terre. Elle ne pleure pas. Elle reste juste assise là, téléphone pressé contre son oreille, pensant à la dernière chose qu'elle a jamais dite à Jacques. Tu aimes ces animaux plus que tu ne t'es jamais aimé toi-même. Elle avait tort. Il ne les aimait pas plus que lui-même.
Il les aimait à la place de lui-même. Et cela l'a tué. Le visage de Jacques est sur toutes les chaînes d'information. Mais ce n'est pas le Jacques que ses voisins connaissaient. Pas l'homme silencieux et désespéré qui se noyait dans les dettes et la solitude. C'est Jacques Instagram. Le Jacques qui souriait trop largement et posait à côté de créatures qui pouvaient le tuer. Le Jacques qui légendait les photos avec "Je vis mon rêve". Et ces gars sont ma famille. Les gros titres crient « Homme des Floride dévoré par ses propres crocodiles ». Erreur fatale du propriétaire d'animaux exotiques. Les derniers moments du chuchoteur de crocodile. Les sections de commentaires explosent, jouent à des jeux stupides, gagnent des prix stupides. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Sélection naturelle. Ces pauvres animaux ne méritaient pas de mourir. Ils pensaient qu'il était spécial. Il ne l'était pas. Mais enfoui parmi la cruauté se trouvent d'autres voies. C'est déchirant. Ils luttaient clairement. La santé mentale côte. Le désespoir fait faire aux gens des choses folles. Je le suivais depuis des années. On pouvait voir le contrôle lui échapper. Sarah lit chaque commentaire. Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être cherche-t-elle quelqu'un à blâmer. Peut-être cherche-t-elle quelqu'un à pardonner. Peut-être cherche-t-elle juste la preuve que son frère comptait. Que sa vie était plus qu'une étiquette d'avertissement. L'euthanasie se déroule dans l'enclos. Brutus et Cléo, encore sous sédatifs, encore léthargiques, sont allongés sur les berges pendant que les vétérinaires préparent des seringues remplies de liquide clair. Dr Wong, la vétérinaire en chef, s'agenouille à côté de Brutus. Pose une main sur sa tête massive. « Je suis désolé » chuchote-t-elle. Pas au crocodile. À elle-même, peut-être. À l'univers. Tu faisais juste ce pourquoi la nature t'a créé. L'injection se passe en douceur. La respiration de Brutus ralentit. S'arrête. Cléo suit quelques minutes plus tard. À 15 heures, les deux crocodiles sont morts. Les créatures que Jacques appelait famille sont chargées dans des camions et emmenées pour être étudiées, disséquées, analysées. Dans l'examen qui suit, l'équipe médicale trouvera quelque chose dans l'estomac de Brutus qui les rend silencieux, du néoprène partiellement digéré, du tissu de la combinaison de plongée de Jacques. Brutus avait commencé à se nourrir. Ce n'était pas de la défense. Ce n'était pas du territoire. Ce n'était même pas de la colère. C'était de la prédation. Jacques n'a pas été tué par un animal de compagnie. Il a été tué par un chasseur qu'il a finalement vu comme une proie. Clara Jenkins met sa maison en vente. Elle ne peut pas rester. Ne peut pas se réveiller chaque matin et voir cette clôture. Ne peut pas arroser ses hibiscus sans entendre le cri de Jacques résonner dans sa mémoire. L'agent immobilier demande pourquoi elle vend. Clara ne répond pas. Elle fixe juste la clôture et pense à l'arrosoir qu'elle a laissé tomber. À comment l'eau s'est accumulée dans les fissures. À comment tout a changé dans l'espace entre un souffle et le suivant. La maison se vend en 3 jours. Elle ne regarde jamais en arrière. Dr Marcus Lanning est assis en face d'un présentateur trop poli dans un studio trop lumineux. Dr Lanning, vous avez étudié les attaques d'animaux exotiques pendant plus de 20 ans. Ce qui est arrivé à Jacques René était-ce évitable? Dr Lanning n'hésite pas. Oui. Comment? Il aurait pu ne pas les posséder. Le présentateur cligne des yeux. Mal à l'aise avec la simplicité. Mais, il avait des permis. Propriété légale. Il avait de l'expérience. L'expérience n'a pas d'importance, interrompt Dr Lanning. La formation n'a pas d'importance. L'amour n'a pas d'importance. Vous ne pouvez pas domestiquer l'évolution. Les crocodiles sont des prédateurs apex avec des cerveaux câblés pour un seul but, survivre. Et dans leur monde, la survie signifie traiter tout ce qui se trouve dans leur territoire soit comme de la nourriture soit comme une menace. Mais Jacques les avait élevés pendant des années. Ce qui n'a fait que retarder l'inévitable. Dr Lanning se penche en avant. Sa voix est calme, lourde. J'ai vu ce schéma 100 fois. Espèces différentes, même histoire. Une personne croit qu'elle est spéciale. Croit qu'elle a une connexion. Ignore les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jacques René est mort en croyant que ses crocodiles l'aimaient. Mais les crocodiles n'aiment pas. Ils tolèrent. Et à la seconde où cette tolérance se termine, tout le reste se termine aussi. Le présentateur bouge sur son siège. Qu'en est-il de l'argument selon lequel ces animaux ne survivraient pas dans la nature? Que des gens comme Jacques aident en fait. C'est de même à se sentir important, dit Dr Lanning platement. La vraie réhabilitation signifie relâcher les animaux dans leur habitat naturel. Ce que Jacques a fait, c'était créer une prison. Pour eux. Et finalement, pour lui-même. Silence dans le studio. Puis le présentateur dit, plus doucement maintenant. Que devraient comprendre les gens qui regardent ceci? Dr Lanning regarde directement la caméra. Les animaux sauvages ne sont pas une thérapie. Ils ne sont pas une validation. Ils ne sont pas de l'amour. Si vous vous sentez invisible, inaperçu, sans importance, consultez un thérapeute. N'achetez pas un crocodile. Le segment se termine. Mais le message ne s'arrête pas. La propriété de Jacques est vide maintenant. Les étangs ont été vidés. Les enclos démontés. La maison se dresse vacante, fenêtre sombre, un panneau à vendre incliné dans l'herbe envahie. Les Harrison ont déménagé en août. La maison de Clara s'est vendue en septembre. Le quartier est plus silencieux maintenant. Plus sûr, peut-être. Mais quelque chose persiste. Les soirs humides, quand l'air est épais et que le ciel prend ce jaune gris étrange, les voisins jurent pouvoir encore l'entendre, un grondement guttural et bas qui vibre à travers le sol.
Un éclaboussement dans un étang qui n'existe plus. Un cri qui s'est terminé il y a 3 mois mais ne s'arrête jamais vraiment. Sarah est assise à sa table de cuisine, ordinateur portable ouvert, faisant défiler l'Instagram de Jacques pour la 1000e fois. Elle ne sait pas pourquoi elle continue à faire ça. Peut-être cherche-t-elle des indices. Pour le moment où tout a mal tourné. Mais plus elle regarde, plus elle réalise, il n'y a pas eu un seul moment. C'était tous les moments. Chaque vidéo où le sourire de Jacques n'atteignait pas ses yeux. Chaque commentaire qu'il a ignoré l'avertissant d'arrêter. Chaque facture qu'il n'a pas payée, chaque connexion qu'il n'a pas faite, chaque appel à l'aide qu'il a déguisé en contenu. Jacques n'a pas été tué par des crocodiles. Jacques a été tué par la solitude. Les crocodiles n'étaient que la méthode. Sarah ferme l'ordinateur portable, essuie ses yeux, et finalement, après 3 mois, se permet de pleurer. Pas pour le Jacques d'Instagram, mais pour le garçon de 8 ans qui se tenait sur une passerelle et a vu quelque chose qui le voyait en retour. Et a passé le reste de sa vie à essayer de retrouver ce sentiment. Jusqu'à ce que cela le tue. Fin. Police. Ambulant.